Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Formule 1. J'ai décidé de faire une vidéo pour voir un petit peu comment la F1 et le coronavirus peuvent cohabiter ensemble, comment faire un Grand Prix avec le coronavirus. Alors on verra déjà. Dans un premier temps, on va faire un petit peu le sommaire de cette vidéo. Le déroulement d'un Grand Prix de Formule 1 en temps normal et tout ce qui en découle, les compétitions annexes. On verra ensuite les problèmes qu'engendre le coronavirus, tout simplement, avec et toutes les contraintes également liées aux mesures prises par les différents gouvernements sur le coronavirus. Et puis on essaiera de trouver des solutions. Et on verra comment la F1 peut faire un Grand Prix. Et on verra si surtout l'ébauche de calendrier, il y a une nouvelle ébauche de calendrier. Alors c'est une ébauche de calendrier F2, F3 qu'ont reçu les patrons d'équipe. Mais voir est-ce que on peut reprendre facilement en juillet la Formule 1? Est-ce qu'on peut en reprendre en août? Est-ce que reprendre en septembre imposera pas des contraintes? Donc on verra tout ça dans cette vidéo. Donc le programme est chargé. On va déjà commencer par un déroulement de Grand Prix classique, parce que je ne sais pas si tout le monde sait, même si vous aimez la Formule 1, comment se déroule un Grand Prix classiquement, qu'est-ce qui se passe un Grand Prix, c'est pas que le vendredi. Les gens n'arrivent pas le vendredi matin à 8h sur le circuit et repartent pas le dimanche à minuit et demi. Non, un Grand Prix de Formule 1, c'est beaucoup de travail en amont. Ça commence déjà la semaine précédant le Grand Prix avec la mise... La remise en route, on va dire, du circuit, c'est-à-dire qu'on va refaire les vibreurs, on va les repeindre pour une question que ça soit joli visuellement à l'image, parce que normalement ça a très peu d'intérêt, donc on repeint les vibreurs. Des fois on les repeint aux couleurs du pays, c'est le cas par exemple à Monza, mais ça demande un travail, il faut les repeindre. On refait toutes les lignes blanches, on modifie parfois certaines lignes blanches qui conviennent à certaines catégories et pas à d'autres. On va également mettre toutes les pancartes publicitaires à ce moment-là qui vont toutes être installées. On vérifie tout ce qui est grillage, tout ce qui est bac à sable. On va tondre l'air, bien entendu. Enfin, il y a plein de petites choses qui vont être faites. Ça par les organisateurs. Donc, c'est fait par les membres normalement du circuit, l'équipe technique qui est sur le circuit. Mardi, normalement, avant le Grand Prix, installation technique. C'est-à-dire qu'on va mettre en place tout ce qui est motorhome, tout ce qui est installation technique, les garages, on met en forme les garages, c'est-à-dire qu'on met les fameuses pancartes Ferrari ou Red Bull, on installe les ordinateurs, tout ce qui est système informatique, on met en place toutes les pièces, toutes les écrous, tout est mis en place ce jour-là. On met en place les motorhomes également pour que les équipes, pour que Toto Wolff puisse travailler dans de très très bonnes conditions. Du côté, donc ça prend le mardi et le mercredi, ça prend beaucoup de temps. Le mercredi, normalement, en après-midi, on va commencer à tester le moteur. Mercredi ou jeudi, normalement, on va démarrer le moteur pour voir si tout va bien du côté du moteur, si on a réinstallé tout parfaitement dans la voiture. On fait pas ça le vendredi à 8h, à 2h de la première séance d'essai. Normalement, on fait ça alors soit le mercredi, soit le jeudi, ça dépend du côté des équipes, ça dépend également combien de temps prend l'installation. Et puis, en sachant que le mardi, c'est quand il n'y a pas de Grand Prix la semaine d'avant. Des fois, on arrive mardi après-midi, donc foncièrement, on peut pas faire ces contrôles-là. Le mercredi, on est obligé de le faire le jeudi. Le mercredi également, c'est le jour où on contrôle le circuit. C'est-à-dire que la FIA, avant c'était Charlie Whiting, mais maintenant c'est notre ami australien dont j'ai oublié le nom. Bien entendu, ça m'arrête toujours sur des vidéos, parce que ça je ne l'ai pas noté. Donc les contrôleurs de la FIA qui vont regarder si le circuit est aux normes. Au niveau grillage, est-ce qu'il y a des trous pour les photographes? Est-ce que les trous pour les photographes ne sont pas dangereux? Est-ce que les dégagements sont nickel? Est-ce que le goudron est lisse et pas trop bosselé? Est-ce qu'il faut modifier des choses sur le circuit, mettre un dégagement à cet endroit-là, enlever du sable qui aurait un peu débordé du bac à sable? Enfin, il y a plein de petits paramètres. Mettre des Tech Pro à un endroit, enlever un mur de pneus, ça se fait le mercredi avant le Grand Prix. Donc, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui sont faites en amont. Et puis, le mercredi soir, normalement, ou le jeudi matin, tout dépend. Arrivée des pilotes, arrivée de toutes les équipes en fait, de Toto Wolff, mais également des pilotes. Donc Lewis Hamilton arrive le mercredi soir avant le Grand Prix.
car le jeudi, c'est la journée de communication sur le circuit, journée très importante pour les médias, pour les sponsors. Donc c'est un jour où tous les journalistes vont venir sur le circuit, faire des interviews. Vous savez, ces fameuses interviews, on voit Sébastien Vettel ou Charles Leclerc devant le mur avec tous les sponsors de Ferrari. Ça se fait jeudi, ça se fait pas le vendredi, c'est le jeudi normalement, où on va parler de la préparation du Grand Prix. C'est là aussi où il y a les signatures de contrats qui se font, souvent c'est le jeudi, où voilà, on regarde, ah bah tiens, Ricciardo, il a signé son contrat, c'est le jeudi normalement, avant un Grand Prix. Enfin, il y a énormément de communication qui est faite le jeudi. C'est une journée très importante également, parce que c'est le jour du tour du circuit. Vous savez, quand Franck Montagny fait le Tour de Franck, et ben c'est le jeudi, quand il arrive à croiser Sébastien Vettel, Pierre Gasly, voilà, qui font leur tour à vélo, à pied. Bah voilà, ça se fait le jeudi avant le Grand Prix. Alors ça permet de voir comment le circuit a évolué par rapport à l'année d'avant pour les ingénieurs et pour les pilotes. C'est surtout une réunion technique. En fait, c'est la première réunion technique du week-end. Ça permet aux pilotes de vraiment parler avec ses ingénieurs, de déconner parfois avec ses ingénieurs, mais c'est une journée très importante. Le vendredi, place aux essais, donc EL1, EL2, 2 fois 1h30. Et c'est également pour la F2 et la F3, parce qu'il y a également d'autres catégories. Et qualification pour ces catégories-là, la F2 et la F3. Samedi, essai libre EL3. Normalement, on a la course de F3 avant ou après, ou des fois c'est la course de F2, mais on a toujours une course de formule de promotion avant. Et puis l'après-midi, qualification pour les pilotes, donc à peu près 1 heure de séance, entre 15h et 16h. Et puis à 16h, normalement, course de F2 ou de F3, mais la course a lieu juste après, donc le calendrier est très chargé de ce côté-là. Et puis le dimanche, normalement, on a la parade des pilotes. Le matin, on a également les Super Cup et F2, F3 qui roulent. Les Porsche Super Cup, c'est qu'en Europe, c'est pas en dehors de l'Europe. Et puis la parade, c'est aux alentours de midi, 13h. Désormais, ça doit être plutôt 13h la parade. Les pilotes sortent. Et puis à 14h, ils se changent, ils se mettent en combinaison. 14h25, 14h30, ils rentrent dans les voitures, tour de reconnaissance et pré-grille pendant une grosse demi-heure, la pré-grille avant le Grand Prix. Alors les problèmes pour la F1 par rapport à ce coronavirus, c'est déjà qu'un Grand Prix de F1, ça attire beaucoup de monde. Alors pas simplement du public, ça c'est clair et net, mais même si on fait les courses à huis clos, il y a beaucoup de monde parce que il y a tous les membres des équipes. Chez Mercedes, chez Ferrari, chez Red Bull, les commissaires de piste, les membres de la FIA. J'ai envie de dire que sur un Grand Prix, vous êtes entre 8000 et 10 000 personnes. Faut pas négliger également tous les journalistes qui sont présents sur place, avec les consultants. L'équipe de Canal+, c'est pas simplement 4 personnes, c'est une dizaine, quinzaine de personnes présentes sur place, parce qu'il faut les caméramans, il faut le caméraman à côté de Jules Durand, il faut un caméraman à côté de Margot Lafitte, il faut un caméraman également voilà, faut au moins 3 ou 4 caméramans avec preneur de son. Tout ça demande des effectifs, donc c'est une quinzaine de personnes, et ça c'est que Canal+. Vous multipliez par 2 pour Sky, donc c'est beaucoup de monde sur un Grand Prix de F1, et donc même à huis clos, et ben vous êtes avec une grosse ville, voilà, vous êtes 10 000 personnes sur un Grand Prix. Donc c'est énorme, un paddock de F1, c'est énorme, c'est difficile à s'imaginer. Vous avez également la difficulté donc du huis clos, c'est la billetterie, parce que les organisateurs, les promoteurs de F1, ils n'ont pas beaucoup d'entrée d'argent. Il y a certains sponsors qui leur sont propres, par exemple le naming, quand on dit le Grand Prix de France by Pirelli ou le Grand Prix du Mexique by je sais pas quelle autre marque, eh bien ça, c'est ce qu'on appelle du naming. Donc ça rapporte de l'argent aux promoteurs. Vous avez également certains sponsors sur le bord de la piste. Mais en fait, c'est très peu. Il y a très peu de rentrée d'argent au niveau sponsoring pour le Grand Prix. Donc après, vous avez la billetterie et les places de parking devant le circuit. Il n'y a pas beaucoup d'autres rentrées d'argent. Même si la FIA redonne un peu d'argent chaque année, ils ne redonnent pas énormément. Les promoteurs, s'ils n'ont pas la billetterie, ils sont morts. Très clairement. Pour la plupart. Donc la seule solution, si on fait des courses à huis clos, pour les promoteurs, c'est tout simplement que la FIA paye ces promoteurs-là des dommages, la billetterie qu'ils ne recevront pas. Et ça va coûter très très cher à la FOM. Je dirais que c'est plus que la FIA, c'est la FOM qui va s'occuper de ça. La FOM, Chaise Carré, Liberty Media, qui possède les droits de la Formule 1.
Donc ça va coûter très très cher, surtout que ça a un impact financier. C'est aussi un petit peu un impact, le public, au niveau ambiance sur un circuit. On n'a jamais eu de Grand Prix à huis clos. On a eu Bahreïn, pour ceux qui se souviennent, ou la Corée, où il y avait peu de personnes dans le public. Alors certes, c'est pas comme le football, c'est pas comme le rugby, mais le public a quand même un impact sur le Grand Prix. Regardez au Mexique, le stadium de baseball, où le circuit passe à l'intérieur. C'est une ambiance qui est formidable, et c'est un circuit où les pilotes adorent aller, qui est pourtant pas le plus intéressant en termes de pilotage, mais cette ambiance-là fait qu'on aime aller sur le circuit. C'est pareil également à Spa, avec les fans de Verstappen, à Zandvoort. On se réjouissait d'aller à Zandvoort, même si le circuit était peut-être pas formidable. Le fait d'aller à Zandvoort, avec un public formidable, le Grand Prix de France aussi, où il y a un public qui est aussi très intéressant, tout ça on ne l'aura pas. Et alors on n'a jamais eu de Grand Prix à huis clos, mais peut-être qu'en fait c'est très chiant un Grand Prix à huis clos. Pour moi, le football à huis clos, le rugby à huis clos, c'est pas du sport. Le sport, il a été conçu avec le public. Quand on a refait le sport moderne à partir de 1896 avec les Jeux Olympiques à Athènes, c'est à peu près là le début du sport moderne, parce qu'on s'était passé de sport pendant quasiment 1500 ans. Là, j'ai peur qu'on ait des soucis vraiment en termes d'ambiance et qu'on se fasse chier. Il y a aussi des gros problèmes de distanciation physique sur un Grand Prix de F1. Rien que le muret des stands. Vous savez, quand vous voyez Toto Wolff, tous les gens de chez Mercedes, Mattia Binotto chez Ferrari. Alors, entre deux équipes, vous avez le mètre. Mais le problème, c'est que dans une même équipe, vous êtes 5 ou 6 et il n'y a pas les 2, 3, 4 mètres carrés des distanciations physiques. Donc, comment on fait ? On décide de n'avoir que 2 ingénieurs sur le muret, de n'avoir que la moitié des gens sur les murets. Dans ce cas-là, où on met le reste de ces personnes-là, qui sont pourtant importantes pour le fonctionnement de la voiture. Là, ça pose problème. Distanciation également difficile du côté des stands. Et oui, là, un arrêt au stand, tous les mécaniciens sont collés les uns aux autres. Vous avez une dizaine, quinzaine de mécanos qui sont collés les uns aux autres. Donc là, comment on fait ? Dans les stands également, quand on répare les voitures, comment on fait pour pratiquer la distanciation physique ? Donc là, ça va pas être facile. Et puis, la quarantaine obligatoire dans certains pays, comme la Grande-Bretagne. 14 jours de quarantaine pour les gens qui arrivent en Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir à l'usine, parfois, parce qu'il n'y aura qu'une semaine entre 2 Grands Prix. Donc, comment on fait dans ce genre de situation ? C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir 2 Grands Prix, je dirais, dans la même semaine. On ne pourra pas non plus, peut-être, parfois, avoir 2 Grands Prix en 14 jours. Donc au niveau du calendrier, ça va avoir un énorme impact, ça, du côté du calendrier. Et l'ébauche de calendrier que moi j'ai vu, c'est-à-dire avec parfois 14 jours, une semaine, entre 2 Grands Prix, entre 2 déplacements, c'est compliqué. Parce que je rappelle qu'on va certainement avoir des Grands Prix en sens inverse cette année en Formule 1, ce qui pourrait être intéressant de voir, de rééditer cela peut-être après le coronavirus, on verra si ça fonctionne. On ne pourra pas le faire sur toutes les pistes, ça je vous le dis tout de suite. Alors malgré tout, ces soucis, s'il y avait des cas de coronavirus lors d'un Grand Prix, eh bien le professeur Saillant, je rappelle le professeur Saillant, un personnage éminent de la Formule 1, c'est lui qui a réparé les jambes de Michael Schumacher en 99, mais il a fait énormément au niveau de la traumatologie, au niveau des sports mécaniques et surtout du côté de la Formule 1. Et bien le professeur Saillant, qui gère maintenant du côté de la FIA un groupe le groupe sur la médecine du côté de la FIA, parce que ça, il y a plein de groupes de travail du côté de la FIA. Par exemple, Felipe Massa dirige le groupe de travail sur le kart, par exemple. Alors, il nous a dit qu'on peut gérer 10 cas de coronavirus du côté du centre médical, parce qu'il va y avoir des mesures qui vont être mises en place. Par exemple, les équipes ne pourront pas se croiser, c'est-à-dire qu'un membre de Force India ne pourra pas dire bonjour par exemple à une personne de Mercedes. Ça sera vraiment fermé. Chaque équipe aura un hôtel. Voilà, un étage d'hôtel ou un hôtel complet. Donc c'est-à-dire que normalement, 2 équipes ne peuvent pas se rencontrer sur un Grand Prix de F1 en 2020. Malgré tout, ça ne sera pas simple
en cas de coronavirus, mais ils ont tout un protocole mis en place. Et le professeur Saillant dit ils peuvent gérer 10 cas de coronavirus avec le centre médical sur place, mais aussi, pourquoi pas, avec les hôpitaux à côté des circuits. Malgré tout, il le dit, le professeur Saillant, dans cette interview, continuer la course alors qu'on a des cas de coronavirus, est-ce que ça sera bien vu médiatiquement ? Il ne le pense pas et qu'on serait obligé d'annuler les Grands Prix, même si on est capable de gérer des cas de coronavirus, parce que médiatiquement, ça serait très mal vu. Et ça aussi, il va falloir le prendre en compte du côté de la Formule 1. Alors, les solutions. On va essayer de faire assez vite sur les solutions, parce qu'on est déjà à 15 minutes de vidéo. Il va falloir diminuer le nombre de personnes dans les équipes, pour éviter d'avoir à gérer un groupe de 10 000 personnes. Foncièrement, peut-être que dans les équipes, il ne faudra pas être plus de 150. C'est difficile, je pense, en dessous de 150 pour faire fonctionner une équipe de Formule 1. Mais peut-être qu'il faudra être que 150 sur chaque Grand Prix. Ce qui serait intéressant, parce que ça permettrait d'avoir peut-être plus d'égalité entre les équipes, parce que, par exemple, Mercedes ne pourrait pas amener toute son équipe stratégie. C'est au moins 50, 60 personnes qui ne gèrent que la stratégie. Donc ça veut dire qu'entre les plus petites équipes, par exemple Racing Point, et les plus grosses comme Mercedes, on nivellerait un petit peu au moins les performances au niveau des stratégies, au niveau des changements de stratégie, au niveau des voitures de sécurité. Donc ça permettrait peut-être d'avoir des courses très intéressantes avec des équipes qui se font avoir, même si c'est déjà le cas aujourd'hui, que Mercedes ou Ferrari se fassent avoir malgré tout ce personnel. On pourrait limiter, voire interdire. Il faudrait limiter également le nombre de journalistes sur place. Alors je sais que ça va être un problème, voire interdire les journalistes. Ça permettrait de diminuer encore le nombre de personnes sur les Grands Prix. Alors je sais que en termes d'infos, il va y avoir une baisse parce que Franck Montagny, quand il passe dans les stands, il dégote des infos. C'est pareil avec Julien Febvreau, c'est pareil avec même la RTBF. La RTBF, c'est Pierre Van Vliet, qui commente les Grands Prix, celui qui commentait les Grands Prix avant en F1 sur TF1 jusqu'en 2002. Donc qui arrive à avoir des informations sur les transferts, sur les rumeurs, sur comment évoluent certaines voitures, sur les pièces, sur ce qui se passe dans toutes les équipes. Ça, on ne l'aurait pas. Malgré tout, si on a beaucoup trop de monde sur les Grands Prix et si ça permet d'éviter d'avoir des annulations de Grands Prix, peut-être qu'il faut se résoudre à ça. Interdire les VIP également, les Hugh Grant, les Usain Bolt qui divaguent pendant toute la semaine sur un Grand Prix, on interdit les VIP. Alors ça va pas faire diminuer drastiquement le nombre de personnes, mais ça peut vous enlever une cinquantaine de personnes qui sont sur la grille de départ, ou une centaine de personnes sur la grille de départ. Et ça permet également d'avoir des pré-grilles beaucoup plus courtes. On pourrait avoir des pré-grilles de simplement 10 minutes entre le moment où les pilotes arrêtent leur voiture et au moment où les pilotes redémarrent pour le tour de formation, ce qui permettrait de limiter également la transmission de coronavirus dans ces moments-là où toutes les équipes sont très très proches et au final il n'y a pas le mètre également, il n'y a pas le mètre de distance, il n'y a pas la distanciation sociale à ce moment-là. Ça permettrait peut-être d'avoir moins de monde sur la pré-grille car l'arrêt serait moins long et donc on pourrait avoir que 5 personnes par équipe sur la pré-grille. Par exemple, imaginons, je donne un chiffre totalement farfelu et fictif, mais ça permettrait de limiter les risques. On a appris également grâce au professeur Saillant, c'était le dernier élément de l'interview, qu'on aurait énormément de contrôle. C'est-à-dire déjà il y aura un peu une sorte de quarantaine, une sorte de bulle autour du personnel de la Formule 1, mais également qu'il y aurait des contrôles plusieurs fois pendant la durée d'un Grand Prix. C'est-à-dire que la F1 aurait acheté des tests pour faire ces contrôles-là. J'espère que c'est la F1 qui a acheté des tests, qu'on n'utilisera pas les tests destinés aux populations locales, parce que ça se ferait également un petit peu mauvais genre. Obligation de quarantaine avant chaque Grand Prix, c'est-à-dire avoir un calendrier où entre chaque course on est 3 semaines, ce qui permet d'avoir une semaine pour revenir de chaque course, pour travailler à l'usine, et puis ensuite 14 jours où on est sur place mais en quarantaine, et ce qui permet de limiter l'impact du coronavirus également sur les équipes présentes sur place.
Week-end, donc à 2 grands prix possibles sur certains circuits, ce qui devrait avoir lieu, par exemple Silverstone, parce que la lait des stands dans un sens comme dans l'autre, elle n'est pas hyper dangereuse. Bahreïn, c'est le cas où vraiment la lait des stands d'un côté comme de l'autre, c'est la même, c'est la même situation, donc ça serait facile. Et je vois pas de souci également au niveau des zones de dégagement importants, parce qu'il faut aussi penser à ça. Malgré tout, sur les week-ends à 2 grands prix, moi, je me pose une question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la F2 et de la F3 sur ces courses-là? Alors, quand c'est des grands prix lointains, par exemple Bahreïn, où c'est un déplacement onéreux pour la F2 et la F3, que la F2 et la F3 n'y aillent pas aujourd'hui avec le coronavirus, je pense pas que ça soit un problème. Mais à Silverstone, où beaucoup d'équipes sont à côté, même en F2 ou en F3, ou à Monza, ça serait quand même extrêmement problématique pour les équipes. Alors, du côté, et on va finir cette vidéo, alors est-ce que pour moi c'est envisageable d'avoir une reprise en juillet comme on le pense du côté du Red Bull Ring? Moi je pense que c'est beaucoup trop tôt. En juillet, pour une raison élémentaire, les usines viennent de rouvrir le 21 mai. C'est-à-dire qu'il va falloir déjà remettre en route ces usines qui, pour certaines, ont travaillé au projet, ont collaboré au projet Pitlane pour faire des respirateurs. Donc il va falloir déjà remettre en route une usine de F1, ça se remet pas en route facilement. Retrouver une cadence de travail qui permette d'être performant sur un Grand Prix de F1. Donc il faut au moins, je dirais, 2 semaines, 3 semaines pour ça. Ça veut dire que ça nous emmène quasiment 15 ou 16 juin. Ensuite, moi je ne vois pas comment on peut reprendre sans avoir fait d'essais de sessions d'essais. Alors ça pourrait être fait au Red Bull Ring, très clairement, 2-3 jours avant. Je pense également qu'avant ce premier Grand Prix, il va falloir mettre en place une quarantaine. 14 jours. Si on reprend, donc, imaginons que le 16, on redevienne performant dans les usines, le lundi 15. 2 semaines, ça nous emmène le 29 juin, donc quasiment juillet. Donc ça serait difficile, début juillet, de concevoir ça, en sachant qu'il faudrait programmer, pour moi, une séance d'essai, parce que sinon on court la catastrophe. Les pilotes n'ont pas couru dans les voitures, donc ils n'ont pas travaillé énormément leurs réflexes. Et puis même si vous faites du simulateur, même si vous faites du travail sur les réflexes, ça ne change pas la voiture, le fait d'être dans la voiture, ça ne change pas ça. Il faut être dans la voiture. Et pour le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Donc pour moi, reprendre sans avoir fait 2-3 jours de séance d'essais privés, c'est courir à la catastrophe. Les pilotes n'ont plus la force au niveau du coup. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment des performances très difficiles, des grands prix très difficiles en début de saison parce qu'il y a eu une fonte musculaire chez les pilotes. Surtout que certains n'ont pas pu s'entraîner facilement dans des salles de sport. Autant Pierre Gasly, lui il était à Abu Dhabi. Malgré tout, il n'a pas trop travaillé le cou, la musculature du cou, et c'est quelque chose d'hyper important en Formule 1 parce que les jeux, vous les prenez au niveau du cou en F1. Alors imaginons qu'on aille à Bahreïn ou même le Red Bull Ring. Alors le Red Bull Ring, il y a le virage 1, 2, 3, le 4 qui est assez exigeant au niveau du cou, le 5, 6, l'enchaînement gauche-droite à haute vitesse. Là, ça va être compliqué pour les pilotes. Faire 70 tours. Donc 70 fois ce passage-là en n'ayant pas couru depuis 4 mois, je vois pas comment on fait. Silverstone, pareil, Baquet, Capel, c'est une catastrophe aussi. Donc il va falloir trouver des solutions. Et donc pour moi, il faut refaire 2-3 jours. Ça demandera pas long pour retrouver les sensations. Ça demande 2-3 jours pour moi d'essai. Et ça peut être fait sur le premier Grand Prix sur le circuit où il y aura le premier Grand Prix de la saison. Donc pour moi, la reprise en août, c'est possible. Ça sera difficile. En juillet, pour moi, c'est impossible. En août, pour moi, ça semble possible. En septembre, ça serait le plus cohérent, mais on aurait un calendrier vachement raccourci. Et puis, on serait obligé parfois de faire 2 courses dans le même week-end. Comme on ferait avec la F2 et la F3. Il faut savoir que la F2, je crois qu'il faut qu'il y ait 10 courses. La F3, c'est à peu près pareil. Il faut qu'il y ait 8 ou 9 meetings différents en plus. Il y a des contraintes assez importantes. Donc jusqu'en décembre, ça serait difficile quand même de caler toutes les courses. Donc ça serait vraiment pas simple. Alors on irait peut-être à Jerez, parce qu'on peut courir tard à Jerez de la Frontera, qui est un circuit qui est homologué F1, ou F2, F3. Ou peut-être que la F2 et la F3 devraient aller sur des circuits sans la Formule 1. Mais ça semble compliqué, encore plus difficile par rapport au Super Cup,
Parce que là, les équipes, les structures sont vraiment beaucoup plus petites encore que la F2 et la F3. Donc ça sera vraiment pas facile pour moi. Et puis, malgré tout, et je finirai là-dessus, est-ce qu'un calendrier raccourci, c'est une catastrophe? Est-ce que si on fait de la F1 sur 11 ou 12 courses, c'est une catastrophe? Jackie Stewart, Fangio, il n'a jamais dû faire plus de 6 ou 7 courses par saison. Stewart, il a été champion du monde en 69, il devait y avoir 12 grands prix ou 13 grands prix. On peut pas dire que ce sont des champions du monde au rabais. Alors ça fera des saisons particulières, il n'y aura pas le droit au joker. Il faudra être le plus performant possible sur chaque Grand Prix et ne pas faire d'abandon. Un 0 pointé sera quasiment éliminatoire. Malgré tout, moi j'ai connu les saisons à 16 Grands Prix. On peut pas dire que Michael Schumacher soit un sous-champion du monde par rapport à Lewis Hamilton. Donc je suis pas sûr que le nombre de Grands Prix ça soit une catastrophe de ce point de vue-là. Donc il faudra relativiser là-dessus. Si on n'a que 12 courses dans la saison, c'est pas catastrophique. Pour moi, si on arrive à caler un calendrier de 12 courses, déjà, ça sera très bien. Si on arrive à le caler sans mettre en danger le personnel sur les Grands Prix, ça sera encore mieux. Donc voilà, c'était la vidéo sur comment imaginer un retour à la F1 dans les mois à venir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si vous voulez parler de choses et d'autres, si vous voulez parler des transferts avec pourquoi pas Romain Grosjean qui serait le maître du jeu. On parle également beaucoup de Bottas depuis quelques heures qui partirait chez Renault. Ça serait parmi les rumeurs et donc ça listerait peut-être un deuxième pilote chez Mercedes, très intéressant. Pourquoi pas Ocon, enfin on ne sait jamais. Ou Max Verstappen et pourquoi pas Gasly aller chez Red Bull dans l'équipe 1 en tant que leader. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Allez, ciao, ciao!